Comme cet épisode allait sortir en plein milieu du mois d'août, je me suis dit je vais trouver un sujet plutôt estival. Et donc en été, il y a un truc qui est sympa, c'est les vacances. Et en vacances, il y a un autre truc qui est sympa, c'est la baignade. Et si vous êtes comme moi, quand on vous parle de baignade, il y a des trucs qui doivent vous revenir du fin fond de votre enfance. Vous savez, des trucs qu'on vous répète depuis que vous êtes tout gamin, que ce soit vos parents ou vos grands-parents. Les fameux « ne va pas te baigner après manger, tu risques de te noyer » ou alors les « mouille-toi la nuque avant de rentrer dans l'eau ». C'est ce qu'on appelle la sagesse populaire, les recettes de grand-mère. Des petites choses comme ça qui, maintenant que vous êtes plus grand, provoquent une légère hésitation au moment où vous allez rentrer dans l'eau. Et si mamie avait raison? Et puis généralement on se dit non, c'était pour que quand j'étais gamin, je me mette au calme 3 heures après le repas et que je les laisse peinards dans l'après-midi. Et vous foncez à l'eau. Donc aujourd'hui, on va essayer de démêler le vrai du faux pour répondre à cette fameuse question, peut-on se baigner après manger? Si vous suivez les informations, vous avez peut-être entendu qu'au mois de juillet, il y a eu malheureusement plus d'une centaine de décès par noyade en France. Pour vous donner quelques chiffres, la noyade, c'est 300 000 morts par an dans le monde, environ 1500 nouveaux cas par an en France pour 500 décès. Ce dont ont peur nos parents et nos grands-parents, c'est que la personne qui va se baigner fasse un malaise au moment où elle rentre dans l'eau. Malaise responsable d'une perte de connaissance qui, comme elle a lieu dans l'eau, entraîne la mort par noyade. Oui, parce que le même malaise en dehors de l'eau, on risque pas grand-chose. C'est surtout l'eau qui est dangereuse dans cette histoire. Et ce phénomène porte un nom. C'est ce qu'on appelle l'hydrocution. On l'appelle aussi noyade syncopale ou noyade par choc thermodifférentiel. L'hydrocution, c'est une véritable réalité. On estime que 20% des noyades sont liées à cette cause. Donc les craintes de nos aînés quant au risque de malaise et donc de noyade à l'entrée dans l'eau sont parfaitement justifiées. Donc première chose à retenir, dans certaines conditions, il y a effectivement un risque de malaise à l'entrée dans l'eau. Mais manger n'en est pas la cause principale. Alors c'est un facteur favorisant l'apparition de l'hydrocution, mais ce n'en est pas la cause principale. Le problème, c'est un problème de température. Pour comprendre l'hydrocution, il va falloir voir deux choses. La première, c'est comment l'organisme régule sa température quand il fait chaud. Et la deuxième, c'est schématiquement quelques mécanismes de régulation de la circulation sanguine. Lorsqu'il fait chaud, notre organisme a chaud. Enfin, plus exactement, il a du mal à réguler sa température par rapport au milieu extérieur. Afin de réguler sa température, l'organisme va utiliser la peau comme échangeur thermique. Il va l'utiliser pour évacuer de la chaleur dans le milieu extérieur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si c'est facile pour l'organisme de faire du chaud, il suffit de brûler quelque chose, que ce soit du sucre ou du gras, l'important c'est de brûler un truc, c'est assez difficile de faire du froid. En fait, l'organisme ne fait pas du froid, il élimine de la chaleur dans le milieu extérieur. Et un des bons moyens pour éliminer de la chaleur, c'est l'évaporation. Et l'évaporation, c'est exactement le principe de la transpiration. La peau sécrète de la sueur qui va s'évaporer au contact de l'air. En s'évaporant, la sueur embarque de la chaleur avec elle, ce qui refroidit la peau. Et vous pouvez tester ça très facilement à la maison, léchez-vous la main, soufflez dessus et vous allez voir, ça fait du froid. Et l'organisme va faire exactement la même chose à beaucoup plus grande échelle. Il va utiliser l'évaporation de la sueur pour évacuer de la chaleur dans le milieu extérieur et ainsi réguler sa température. La chaleur à éliminer est amenée à la peau par le sang. L'évaporation de la sueur fait refroidir la peau, ce qui refroidit le sang qui y passe, et c'est comme ça que l'organisme arrive à conserver une température à peu près constante. Plus il fait chaud, plus votre organisme va avoir besoin d'éliminer de la chaleur. Donc plus il va avoir besoin d'éliminer de la chaleur, plus il va mobiliser de surface cutanée pour évacuer la chaleur, plus il va y faire passer de sang. Toutes les petites artères et veines vont s'ouvrir au maximum afin qu'un maximum de sang puisse y passer et donc évacuer un maximum de chaleur. Et à l'opposé, quand il fait froid, les artères et veines de la peau se referment afin d'éviter de perdre un maximum de chaleur. Donc vous êtes là, sur la plage ou au bord de la piscine, ce sont les heures les plus chaudes de la journée, c'est juste après le déjeuner, la température monte, votre organisme mobilise un maximum de peau pour éliminer un maximum de chaleur, votre peau est gorgée de sang. Et là, vous décidez d'aller piquer une tête et vous vous jetez à l'eau d'un coup. Vous ressortez la tête de l'eau et là vous êtes pris d'une sensation de malaise bizarre, vous perdez connaissance brutalement et vous vous noyez. Ouais, sympa les vacances. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait vous avez eu froid, mais vous avez eu froid très brutalement. L'entrée très rapide dans l'eau, ça a provoqué une chute brutale de la température au niveau de la peau, ce qui va entraîner une fermeture tout aussi brutale de tous les vaisseaux qui apportaient de la chaleur à la peau. Car d'un coup, le but c'est plus d'éliminer de la chaleur, c'est d'éviter d'en perdre au maximum. L'eau, c'est un excellent conducteur, elle conduit la chaleur 25 fois mieux que l'air, c'est-à-dire qu'elle aspire la chaleur de la peau 25 fois mieux que l'air. Ce qui explique que dans de l'air à 20 degrés, on n'a pas trop froid parce qu'on perd pas beaucoup de chaleur, alors que dans une eau à 20 degrés, elle est fraîche quoi, donc on perd pas mal de chaleur.
Tout le sang qui se trouvait dans la peau et qui était destiné à faire éliminer de la chaleur se retrouve renvoyé vers le cœur en quelques secondes. Et ça, c'est un message très perturbant pour le cœur. La circulation sanguine, c'est-à-dire le débit de sang qui passe dans nos vaisseaux pour apporter de l'oxygène aux différents organes. C'est un élément qui dépend d'énormément de variables. Le cœur joue un rôle dans la régulation de ce débit en s'accélérant ou en se ralentissant, comme une pompe. Plus il accélère, plus le débit augmente, plus il ralentit, plus le débit diminue. Les artères et les veines jouent également un rôle en s'ouvrant ou en se refermant en fonction des besoins. Plus ils s'ouvrent, plus la pression baisse et plus le débit diminue. Plus ils se referment, plus la pression augmente et donc plus le débit augmente. Il n'y a qu'une seule chose qui compte vraiment, c'est que le cœur et le cerveau aient un débit suffisamment de sang et donc d'oxygène pour fonctionner. Parce que sinon, ça fonctionne beaucoup moins bien. Afin de maintenir un débit correct, l'organisme reçoit tout un tas d'informations de différentes natures qui vont lui permettre d'adapter ce débit. Et l'une de ces informations, c'est la quantité de sang qui retourne au cœur. Donc on a vu tout à l'heure que quand vous vous jetez à l'eau brutalement, il y a beaucoup de sang qui revient au cœur très rapidement. Et ce retour massif de sang au cœur, l'organisme va l'interpréter de manière erronée. Il va croire que le débit est trop important. Essayons de voir l'organisme comme un circuit fermé avec une pompe au milieu. S'il y a beaucoup de sang qui revient à la pompe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sang qui en est parti, donc que le débit est élevé. L'organisme va faire ce qu'il faut pour s'adapter. Il va ouvrir massivement les vaisseaux et faire baisser brutalement le rythme cardiaque, ce qui va avoir pour effet de faire baisser la pression artérielle et de diminuer le débit sanguin. Moralité de l'histoire, le débit de sang et donc le débit d'oxygène vont chuter brutalement, en particulier dans le cerveau. Et le cerveau, il aime pas ça. Mais alors, pas du tout ça. Et il va faire la seule chose qu'il sait faire en cas de manque d'oxygène. Il va se mettre en veille, et donc vous perdez connaissance. C'est ça l'hydrocution. C'est cette perte de connaissance brutale dans les quelques secondes qui suivent votre entrée dans l'eau. Perte de connaissance liée à la différence de température entre votre corps, l'eau et le choc thermique que ça crée. D'où le nom de noyade par choc thermo-différentiel. Et sinon, manger avant de se baigner dans tout ça ? Si l'hydrocution est une réalité, c'est pas la prise alimentaire qui en est le responsable. C'est plutôt le contexte de la prise alimentaire. C'est l'été, il fait chaud, le repas est plus copieux, on fait la sieste au soleil, etc. L'alimentation ne déclenche pas l'hydrocution, mais c'est un facteur aggravant. Pendant la digestion, le tube digestif est rempli de sang. Et le stress du froid sur la peau va faire également revenir tout le sang du tube digestif vers le cœur. Donc digestion plus chaleur égale encore plus de sang qui retourne au cœur. Donc encore plus de chute de la fréquence cardiaque et donc encore plus de chute du débit. L'hydrocution est un phénomène violent et imprévisible qui peut toucher tout le monde. Et j'insiste là-dessus, tout le monde. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées, sportifs ou non, bons nageurs ou non, habitués à la chaleur ou non, tout le monde peut être touché. L'important, ce n'est pas votre condition physique, c'est la différence qu'il existe entre la température de votre corps et celle de l'eau et la vitesse à laquelle vous rentrez dans l'eau. Même si l'hydrocution peut frapper sans crier gare, il y a quand même des signes d'alerte et des choses pour l'éviter. Si au moment où vous rentrez dans l'eau, vous sentez une sensation de malaise, d'insécurité, des picotements, des fourmillements, des crampes, enfin quelque chose d'anormal par rapport à une rentrée dans l'eau habituelle, n'hésitez pas à demander de l'aide ou à sortir de l'eau le plus vite possible. Et pour éviter les drames, il existe des choses très simples. Ne pas se baigner seul, ne pas se baigner en dehors des zones surveillées, surveiller les enfants et les personnes de plus de 60 ans qui sont encore plus sensibles à ce genre de phénomène. Et surtout, écoutez votre grand-mère. Mouillez-vous la nuque, le torse, les pieds avant de rentrer dans l'eau. Ce sont des zones qui sont riches en récepteurs à la température, ce qui permet à l'organisme de s'adapter. Et le plus important, c'est de rentrer dans l'eau progressivement. Surtout aux heures les plus chaudes de la journée, surtout si ça fait entre 1 et 3 heures que vous sortez de table, et surtout si malgré les conseils en rigueur et de l'écran total, vous avez fait une sieste au soleil. Faites en sorte que vos vacances restent un moment de plaisir et de détente et non pas le lieu de drames atroces. Donc oui, on peut manger avant d'aller se baigner, mais il faut faire très attention. Écoutez vos grands-mères et leurs recettes, elles sont très souvent frappées au coin du bon sens. C'est la fin de cet épisode estival de Primum Non Nocere. Alors j'espère qu'il ne vous a pas trop inquiété et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à profiter de la partie commentaires pour me dire ce que vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas aimé, pour poser vos questions, venir en discuter, bref, commentez quoi. La page Facebook et la chaîne YouTube sont toujours bien évidemment disponibles et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Le prochain épisode ne sortira pas avant septembre. D'ici là, si vous partez en vacances, profitez-en. Si vous ne partez pas, bon courage. Écoutez vos grands-mères, portez-vous bien et à bientôt pour un nouvel épisode de Primum Non Nocere.